Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement sur une petite île au large de Flores, toujours en Indonésie. Alors si tu ne connais pas Flores, c'est une assez grande île qui se trouve à peu près, je dirais à une heure, peut-être 1h30 de vol de Bali, soit environ 1000 km. Je t'invite à aller voir sur une petite Google Maps, voir où c'est Flores. Je suis plus précisément du côté de Labuan Bajo et je suis sur une toute petite île, regarde, avec des petites cabanes de pirates. D'ailleurs, si tu cherches l'endroit, ça s'appelle le Pirate ou Pirate Island ou quelque chose comme ça. Regarde, la mer est magnifique ici. J'ai vu quelques petites tortues, des petits requins, des choses comme ça, donc c'est vraiment cool. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais répondre à quelques questions. Alors j'avais pas prévu de faire une vidéo ici, c'est toujours comme ça, quand je pars dans des endroits comme ça, j'ai envie de décompresser, j'ai pas forcément envie de tourner des vidéos, et puis quand je vois l'endroit, je me dis merde, c'est quand même dommage de pas partager ces beaux endroits. Et donc du coup, dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vais essayer de te répondre à ces questions d'ici et aussi depuis peut-être d'autres endroits à Flores. Notamment, j'ai vu ce petit bateau là, je sais pas si tu le vois ici à la caméra. J'ai vu qu'il y avait possibilité, j'ai vu qu'il y avait moyen de partir dans le parc Komodo, voir les fameux dragons de Komodo et de passer une nuit dedans. Donc ce que je vais faire, je vais répondre à tes questions ici et ensuite j'y répondrai depuis le bateau là-bas. C'est parti. Bon, alors j'ai prévu de monter là. Le problème, c'est que je ne vois pas d'accès pour répondre à tes questions. Alors, première question, on va prendre la première question. Alors, j'ai noté les questions. Première question, avant de t'exiler à Bali, as-tu hésité avec une autre destination? Je répète, avant de t'exiler à Bali, as-tu hésité avec une autre destination? Alors attends, je vais essayer de te répondre à cette question à partir d'ici. Je sais pas si tu vois un peu le bordel. Alors est-ce que j'ai hésité en fait avant de venir à Bali? Bah oui, j'ai hésité. Comme tout dans la vie, c'est difficile de faire un choix. Tu sais, il y a une expression qui dit choisir, c'est renoncer. Et donc quand tu choisis un endroit, eh ben, tu es obligé de renoncer à d'autres endroits. Et moi, il y avait pas mal d'autres endroits qui me plaisaient pas mal. Alors je suis désolé, en fait, je suis venu nu-pieds, j'ai les pieds qui brûlent, donc je vais me poser ici et je vais lever mes pieds. Alors, est-ce que j'ai hésité avec d'autres endroits avant de venir à Bali? Bien évidemment que j'ai hésité. Alors, quelques endroits que j'ai bien aimé avant de venir à Bali. J'avais bien aimé mes premiers voyages que j'avais fait en Thaïlande. J'avais adoré ce pays-là, la Thaïlande au début. J'avais fait aussi le Vietnam. Alors, le Vietnam, ça m'avait plu, mais je m'étais pas vu vivre vraiment au Vietnam. J'avais hésité aussi avec l'Amérique latine. Pendant un moment, j'avais découvert la Colombie. Ma femme est colombienne et on a investi dans des appartements en Colombie qu'on met en location courte durée sur du Airbnb. D'ailleurs, petit conseil au passage pour les personnes qui sont intéressées par l'investissement immobilier, avoir des revenus passifs, etc. Petit conseil, plutôt vous pourrez investir dans de l'immo, mais pas forcément de l'immobilier pour votre maison personnelle, on va dire, je sais pas comment on dit, pour son logement personnel. Plutôt vous serez capable d'avoir des revenus passifs et plutôt vous serez libre. Donc ça, c'était un petit conseil qui n'a rien à voir. Donc oui, l'immobilier, bien évidemment, pas l'immobilier, la Colombie, ça a été pendant un moment une de nos choix, hein. On avait hésité et avant de partir en fait en Colombie, ce qu'on s'était dit, vu qu'on va y aller un jour ou l'autre, ça serait bien peut-être de tester Bali pendant un moment. Alors pendant un moment, on s'était dit que peut-être on viendrait vivre à Bali
pendant 1 an ou 2 et finalement en fait on s'est rendu compte que Bali c'est trop bien. Il y a tellement d'endroits comme ça accessibles à quelques heures de Bali, c'est central, il n'y a pas de problème de sécurité, les gens sont cool, la bouffe est bonne, la culture, etc. D'ailleurs j'avais même fait une formation pour les personnes qui souhaitent venir s'installer à Bali puisque c'est vraiment une destination qu'on a adorée. Donc oui, pour répondre à ta question, on a hésité, mais je crois qu'on n'a pas hésité longtemps puisque regarde les endroits que tu peux faire ici. Alors une autre question, peut-on devenir développeur full stack en reconversion professionnelle à 32 ans en partant de zéro? Alors, est-ce qu'on peut devenir développeur full stack en reconversion professionnelle en partant de 0 à 32 ans? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, l'âge. On va prendre l'âge en premier. 32 ans, je suis désolé, 32 ans, c'est pas, je sais pas si on voit, 32 ans, c'est pas vieux. Hein. Souvent, des gens me disent, ouais, mais est-ce que c'est pas trop tard, 32 ans, pour faire une reconversion professionnelle? Moi, j'ai des gens dans ma communauté qui ont même un peu plus que 32 ans parfois, qui se reconvertissent, des gens qui ont 40 ans, qui ont même 50 ans, voire même plus parfois, et qui se reconvertissent et chez qui ça fonctionne très bien. Donc déjà, pour commencer, l'âge de reconversion, je pense 32 ans, c'est tout à fait jeune, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, concernant ton parcours, donc tu souhaites devenir développeur full stack. Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est pas le chemin le plus facile de devenir développeur full stack. Pourquoi? Parce que tu as énormément de choses à connaître. Déjà, tu dois passer par le front-end, ça veut dire que tu dois connaître toutes les bases de HTML, CSS, JS, connaître un framework, etc. en fonction de ta spécialité. Ensuite, il va falloir que tu apprennes le back-end, les bases de données, etc., comment ça fonctionne. Et du coup, ça risque d'être un peu plus compliqué. Après, moi, ce que je recommande souvent, c'est le chemin le plus simple, c'est-à-dire le chemin de devenir développeur front-end. Et pour ça, je recommande souvent HTML, CSS, JS, puis un framework JS, parce que c'est le chemin le plus efficace. Et ensuite, une fois que tu as ces bonnes bases, tu peux attaquer le back-end et comme ça tu deviens développeur full stack en 2 étapes. Devenir développeur full stack d'un coup, pour moi c'est un petit peu plus compliqué je pense, mais je pense pas que c'est insurmontable non plus. J'ai énormément de demandes d'ailleurs là-dessus, à tel point que je suis en train de réfléchir à un bootcamp peut-être, alors je t'en parle un peu comme ça rapidement à l'avance, à un bootcamp pour devenir développeur full stack. Alors ce serait peut-être un bootcamp en ligne avec peut-être une partie à Bali ou ailleurs, enfin c'est quelque chose. Tiens, je sais pas si tu as entendu, c'est la cloche, ça veut dire que le repas est servi. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Donc oui, je sais pas si tu vois ce qui saute dans l'eau là, mais c'est assez costaud. Donc voilà, oui, c'est tout à fait possible. C'est pas le chemin le plus court pour devenir développeur rapidement, mais c'est tout à fait possible. 32 ans, c'est pas un problème. Après, il faut pas que tu t'éparpilles sur 50 000 technos. Il faut que, bien évidemment, tu te concentres sur quelques technos clés. Voilà, ce que je vais faire, je vais aller manger et je répondrai aux autres questions peut-être directement sur le bateau là-bas. Je sais pas si tu vois. Allez, je t'amène directement. C'est parti. Bye bye Pirate Island. Je pense que je reviendrai ici. Bon finalement je m'étais dit que je devais répondre à vos questions sur le bateau et je suis en train de me dire si je vais pas plutôt répondre à vos questions directement sur l'île là-bas. La plage a l'air déserte. Il n'y a personne, je pense que ça peut être un bon spot pour répondre à vos questions plutôt que sur le bateau. Sur le bateau, il y a le bruit du moteur. Écoute, je pense que là-bas, ça va être sympa. Bon, il est 6h du matin, après une petite nuit passée sur le bateau, on repart direction Komodo Island. C'est vraiment l'île où il y a les dragons de Komodo. Bon il doit être 6h30, on vient de se poser dans ce spot pour prendre un petit déjeuner avant d'aller sur le beach. Je sais pas si tu vois mais c'est magnifique.
la fameuse île de Komodo où normalement il doit y avoir les dragons de Komodo. Écoute, là il n'y a personne, il n'y a pas grand monde, ça c'est bien. J'espère qu'on va voir ces dragons. Costaud. Apparemment parfois il y en a qui se battent. Et ce qui paraît c'est assez impressionnant. Bon, est-ce qu'on va voir un petit dragon caché quelque part par là? Bon, pour le moment on a vu des poulets, on a vu 2 cochons. Alors apparemment les Komodos ils bouffent les cochons. Je t'explique comment ils mordent les cochons avec les bactéries. Au bout de 3 jours ils crèvent. Et après, ils ont un odorat si fort qu'ils reviennent et ils mangent. Et apparemment, ils mangent une fois par mois. Voilà pour la petite histoire. Bon, en tout cas, on les a toujours pas vus. Je ne désespère pas. Oh, il y en a un là. Oh, il est magnifique. Je sais pas si je vais pouvoir te le montrer. Bon, c'est pas celui-là. Ah, tu vois, c'est un vrai. C'est un vrai, c'est pas un faux. Alors attends, je pensais que c'était un faux, mais en fait, c'est un vrai. Regarde-moi ça. Il est énorme. Wow, Jurassic Park le truc. Là c'est mort, c'est dans la merde. On va aller à Pink Beach maintenant. Bon, finalement, j'ai pas répondu aux questions, j'ai pas eu le temps sur le bateau, là c'est assez occupé avec le bruit, etc. Bon, bah nous sommes rentrés de ce petit trip à Komodo et c'était vraiment sympa. Je sais pas si tu as vu les vidéos, mes stories, etc. Alors attends, là je suis revenu à Flores. J'essaie de te trouver un coin sympa pour répondre aux questions qui restent, parce que le but de cette vidéo c'était quand même de te répondre aux questions. Tiens, je sais pas si tu vois comment c'est magnifique là-bas. C'est magnifique, c'est un petit peu sec en ce moment, mais c'est vraiment sympa. Alors j'avais une question, je les prends dans la pile. Tu as suivi quoi comme études? Université, c'est quoi ton diplôme, etc. C'est vrai que je parle pas souvent de mes diplômes parce que pour moi c'est pas la chose la plus importante. Je dis souvent qu'il n'y a pas besoin de diplôme pour devenir développeur, mais pour tous les jeunes qui ont l'opportunité de faire des diplômes, de faire des diplômes, ça veut rien dire, d'avoir des diplômes, de faire des études, faites-les. Après, comme je le disais, le plus important, c'est pas les diplômes quand tu veux devenir développeur. C'est sûr que sur le marché de l'emploi, si tu veux rejoindre une boîte qui est dans le système un peu à l'ancienne, avec les grilles salariales, etc., c'est toujours un plus. Maintenant, mes diplômes, c'est quoi? Eh bien moi, faut savoir que à la base, j'étais pas un très bon élève. Je foutais un peu le bordel. J'étais un peu le mec qui, voilà, l'école, ça me plaisait pas tant que ça. Donc j'ai un super BEP. Un super BEP, je crois BEP quoi, c'est la conseillère d'orientation. Elle m'avait dit, bah fais un. Je crois qu'il y avait un truc qui m'intéressait un peu dans l'informatique, mais elle m'a dit non, c'est bon, il faut être fort en maths et tout. Et elle m'a dit, bah fais un BEP, chaussures, BEP chaudronnerie enfoiré, comme dirait Oxmo Puccino. Et finalement, donc j'ai eu un BEP électronique. Bref, j'ai senti que c'était un peu le... Alors, j'ai rien contre les gens qui sont dans ces filières-là, mais j'ai senti que c'était un peu la voie de garage, etc., que c'était rempli de... Bah, je veux pas dire de cassos, parce que ça se fait pas, parce que parfois, moi, j'y étais dedans, et c'est le système qui te met là-dedans, mais c'est pas ça le truc. C'est que moi, j'ai senti que c'était un peu une voie de garage, et finalement, ce que j'ai fait, j'ai rejoint ensuite une première, je crois il y avait une première qui te permet de retourner de BEP vers une première normale, je sais plus c'était quoi, STI électronique ou un truc comme ça. Et ensuite j'ai fait un DUT, je sais plus comment il s'appelait ce truc, GTR je crois, Génie Télécom Réseau. Génie Télécom Réseau qui était pas facile, c'était bourré de trucs mathématiques. Tu faisais les équations de Fourier, machin, Maxwell et tout, donc c'était très intéressant, très technique. Tout ce que tu apprends là-dedans, c'est assez sympa, enfin, c'est très théorique, je veux dire. Mais par contre, le problème, c'est que tout ce que tu utilises, bah, ça sert à rien concrètement, sauf si tu veux devenir, je sais pas moi, ingénieur télécom chez je sais pas qui, tu vois. Tiens, regarde, l'aéroport, il doit être juste là. Je sais pas si tu vois l'avion. Pas beaucoup d'avions en ce moment avec le Covid. Ah, je te montre ça.
Marrant de voir l'avion atterrir. On le voit même pas sur la caméra, c'est. Ah ouais, l'aéroport est juste derrière. Donc bref, je te disais, oui voilà, les équations mathématiques, les trucs comme ça, ce que tu fais en télécom, ça ne sert pas à grand chose, mais bon, ça m'a permis d'avoir un DUT. Et ensuite, ce que j'ai fait derrière, j'ai fait une école à Cergy, j'ai même plus le nom de l'école, je crois qu'elle existe même plus, qui faisait, c'était, comment s'appelait ce truc? C'était un Master 2, Master 2 en système d'information bancaire, machin, donc tu vois un peu là, les bases, à l'époque c'était les bases j'ai dû faire 2 semaines de C++, quelques semaines pareil de Java, mais comme c'était en alternance avec une boîte, eh bien, là où j'ai appris le plus, c'était pas l'école, c'était justement l'alternance. Donc tous ceux d'ailleurs, c'est un petit message, tous ceux qui ont l'opportunité de rejoindre une école en alternance, foncez, trouvez une bonne mission parce que franchement, c'est hyper formateur. Je veux dire, de toute façon, c'est le concret, c'est le terrain, le code, c'est comme ça que ça marche. Dès que tu te mets à coder sur des vrais projets, c'est là que tu apprends tout. Moi, j'apprenais tout. C'était pas à l'école que j'apprenais. L'école, on te filait quelques bases théoriques, mais voilà, c'était clairement durant l'alternance que j'ai appris un max. Alors, ça c'était pour la première question. Je vais répondre à la deuxième question. Enfin, l'autre question que j'avais prévu de répondre. Salut Mike, tes sujets du moment, qu'ils soient tech ou non tech. Alors, mes sujets du moment, j'ai pas mal de sujets. Alors, je vais parler des choses non tech. Alors, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle The One Thing, qui est plutôt un livre sur l'efficacité, sur le fait de se concentrer sur une seule chose et une chose essentielle. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien tester plein de choses. En fait, moi, je m'ennuie vite. Ça veut dire que j'aime bien construire des choses. Et dès que j'arrive à un certain stade, après, je m'ennuie. J'aime bien passer de choses en choses. Mais je sais que c'est pas une bonne chose à faire, justement. Et surtout, même quand tu es développeur, on sait qu'on est développeur, on est beaucoup comme ça. On teste une techno, ça y est, on s'ennuie, on passe d'une techno à une autre. Et c'est pas la bonne chose. Ou alors, on est sur 10 000 choses en même temps. Et justement, ça, c'est un bon livre que je recommande à tous les développeurs. C'est The One Thing. Ça te permet de te concentrer sur une seule chose. Moi, je le dis souvent d'ailleurs, si tu cherches à apprendre une techno, si tu cherches à devenir développeur, bien sûr que c'est beaucoup plus intéressant et tu iras beaucoup plus loin si tu apprends justement une seule techno, si tu te concentres sur un seul langage, etc. Donc ça, c'est le livre que je lis en ce moment, ça s'appelle The One Thing. Sinon, sur les parties techniques, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est serverless du côté d'Amazon, etc. Je regarde un peu tout ce qu'ils sont en train de faire. Il y a pas mal de choses. Je regarde à quel point en fait tu peux gagner en productivité. Alors c'est sûr que le serverless, ça te permet de gagner en productivité sur pas mal de choses puisque ça t'évite en fait d'avoir un serveur à gérer. Donc je vais pas rentrer dans les détails du truc, mais j'essaie de voir en fait à quel point, pour faire des choses un peu plus complexes, à quel point je pourrais enseigner ça à des développeurs débutants, enfin débutants ou plutôt qui n'ont pas 10 ans ou 15 ans d'expérience, mais des développeurs qui ont quelques années, qui aimeraient se mettre au back-end mais qui ne peuvent pas, par exemple, voilà, parce que pour être développeur back-end, il faut pas mal de compétences, d'expérience. Ça met, je dirais, plusieurs bonnes années avant d'être un bon dev back. Et j'aimerais essayer d'extraire ça, en faire quelque chose une formation, un bootcamp, quelque chose comme ça, justement pour que rapidement en fait des développeurs front-end puissent avoir des compétences en dev back assez solides et qui puissent je sais pas, avoir des bonnes missions freelance ou comment dire, ou trouver un job, un CDI, etc. avec ce genre de compétences. Je sais qu'il va y avoir de plus en plus en fait on cherche toujours des développeurs back-end qui développent, on va dire, des choses en back, qui gèrent le serveur. Enfin, je veux dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui développent tout le back-end. Mais on va être de plus en plus vers un monde où on va avoir besoin de compétences de personnes qui maîtrisent les plateformes serverless. On va dire, voilà, on a besoin d'un développeur qui puisse nous faire telle et telle fonctionnalité assez rapidement, sans y passer des mois et des mois. Un deuxième avion qui arrive. Donc voilà, ça c'est mes sujets du moment. Souvent je suis comme ça, je suis sur des sujets, je regarde un peu ce qui se passe, je regarde s'il y a des choses à en tirer, je regarde si je peux creuser le truc et parfois je switch vers d'autres choses, ça dépend, mais en tout cas mes sujets du moment c'est ça. Voilà.
Bon bah voilà, j'avais d'autres questions, mais je voudrais pas que cette vidéo dure trop longtemps. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo qui est un petit vlog FAQ où je réponds à vos questions. D'ailleurs, je vois rien, je sais même pas si la caméra est bien réglée. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir plus d'informations sur comment se lancer en tant que développeur, en tant que freelance, etc., bah, sache que j'ai une newsletter réservée à mes contacts privés. C'est le premier lien dans la description. Sinon, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, je suis en train de cramer là.